Dans un monde où l'innovation et l'exécution sont les moteurs du succès, bienvenue dans Marketer Moment. Je suis Guillaume Rostand, je vis le marketing chaque jour en tant que CMO et mentor de start-up. Je me passionne pour ce domaine et ses acteurs. Dans Marketer Moment, notre ambition est non seulement de donner la parole à des professionnels de cette discipline, mais surtout de les inviter à nous raconter leur succès, un canal qu'ils maîtrisent, une campagne particulièrement réussie, des techniques et des sujets spécifiques dont ils sont les experts. Pas de fioritures, du concret, au travers d'entretiens intenses dans lesquels les best practices, les échecs constructifs et les visions pour l'avenir du marketing sont discutés sans filtre. C'est une immersion dans la réalité d'un marketeur au sommet de son art. Marketer Moment est le podcast pour apprendre, être inspiré et peut-être même défier votre propre approche du marketing. Je suis Naufal Lakzali, j'aborde le marketing depuis plus de 10 ans en tant que growth marketer et aujourd'hui en tant que fondateur de la plateforme de marketers Matierd. Je serai votre complice sur ce voyage au cœur de l'excellence du marketing et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Thomas. Bonjour Naufal. Comment vas-tu ? Très bien et toi ? Très très bien, merci d'avoir rejoint notre épisode d'aujourd'hui de Marketer Moment. Je suis ravi de t'accueillir à Station F ici aujourd'hui. L'invitation. On va pas mal parler aujourd'hui de start-up, de early stage, mais avant d'attaquer tout ça, moi ton parcours m'a pas mal intrigué dans le sens où j'ai l'impression que tu as fait pas mal de choses, tu as eu pas mal de vies différentes professionnellement. Est-ce que tu peux te présenter en parlant de ton parcours, mais aussi en adoptant la manière que tu veux pour te présenter ? C'est assez libre en tant que présentation. Écoute, avec plaisir. Effectivement, j'ai l'impression d'avoir déjà eu plusieurs vies depuis que je travaille. Alors, peut-être pour prendre par le début, je suis un petit gars de l'Est, donc je suis né dans les Vosges. J'ai fait des études d'ingénieur matériaux à l'EIGM. J'ai vécu ces années d'études de manière assez internationale parce que j'ai eu l'occasion de faire une partie de celle-ci à l'étranger, mais j'ai aussi travaillé un petit peu à l'étranger. Et finalement, c'est en 2009, une fois diplômé, que je viens à Paris en tout cas, et que je passe dans le monde pro. Je fais un petit passage par le ministère de l'Industrie, dans une entité qui était adossée, donc une entité privée, mais qui était adossée à l'aspect public du ministère. Justement, au bout de 2 ans, un peu ennuyeux et sans vraiment de perspective d'évolution particulière, je me lance dans l'entrepreneuriat sans vraiment savoir ce que c'était, comment ça allait déboucher, sur quoi ça allait déboucher pour moi. Et donc, c'est après quelques mois à traîner dans l'écosystème que je fonde Jogging, qui a été ma première aventure entrepreneuriale, donc un projet de 4 ans, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais... Et finalement, après ces 4 années de haut, de bas et surtout de bas, parce qu'à la fin, c'est finalement un échec parce qu'on liquide la société. Je rebondis dans plusieurs startups, dans plusieurs écosystèmes, que ce soit hors série, Forest Admin, plus tardivement Hermeo, plus récemment Atomic Digital Design, et puis on va dire de pointiller sur toutes ces expériences-là dans différents secteurs, pas mal de side projects dans l'écosystème, que ce soit dans la création d'événementiels autour du produit. Donc là, pareil, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Et puis plus récemment sur des sujets de transition écologique. Okay. Et pour boucler un peu cette mini-présentation, je suis heureux papa de 2 enfants, une Adèle qui fêtera ses 3 ans demain et un petit Paul de 1 an. Félicitations. Merci. C'est intéressant parce que moi j'aime bien un point que tu as mentionné, c'est que tu as démarré par entreprendre, tu as fait 4 ans et par la suite tu as rebondi et tu as un peu profité, j'imagine, un peu de ces compétences-là que tu as eues dans le cadre du parcours entrepreneurial pour intégrer différentes startups. Avant d'aller plus loin dans le sujet du marketing et de ta position de marketeur, j'aimerais bien un peu comprendre cette transition parce qu'elle est pas toujours... En tout cas, c'est des transitions assez rares, j'ai l'impression. Comment tu as vécu cette transition ? Entrepreneur, puis marketeur pour des startups. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que au sein de Jogging, où j'étais le cofondateur et CEO, j'avais, même si les missions étaient assez bien réparties, mais j'avais quand même un gros focus sur la partie marketing, business, donc tout le développement commercial, donc relation partenaire, en partie un peu aussi le produit, donc avec la créa et la tech, et
on va dire, la bascule en temps, donc un peu de l'autre côté, donc de l'entrepreneur à, on va dire, salarié dans l'écosystème tech startup. C'est fait pour plein de raisons. Donc la première, c'est que finalement, au travers de ces 4 années en tant que fondateur de Jogging, j'ai beaucoup appris sur le marketing, que ce soit de l'auto-formation, mais aussi de l'accompagnement de mentors, de conseillers dans d'autres startups. Et il y avait donc dans ces raisons-là, il y avait la première qui était en fait de mettre à disposition cette expertise-là, parce que quand j'ai fait le switch, j'avais plus vraiment d'idées particulières, en tout cas j'avais pas d'idée particulière de projet, donc je voulais pas me relancer tout de suite. Il y avait aussi, je pense, un peu le côté échaudé de l'entrepreneur qui a raté, parce que finalement, même si j'ai énormément appris, et avec du recul, c'était une expérience incroyable et ultra positive, mais ça a été un échec, donc un échec à plein de niveaux, mais ce qui fait que je pense que j'ai dû un peu peut-être ce syndrome de l'imposteur, j'ai dû un peu me remettre comment dire, de l'autre côté pour dire ok, je vais exécuter et je vais montrer qu'en fait je me suis planté mais que j'ai appris et que en fait je peux générer de la valeur pour d'autres avant de me relancer sur mon propre projet. Et le switch a été aussi, pour être totalement transparent, financier, parce que je suis parti de cette aventure avec un petit peu de dette, parce que j'avais investi à titre personnel dans l'aventure. J'avais fait quelques bridges financiers à certains moments, et donc forcément il y a une situation financière qui faisait que j'étais obligé de retravailler assez rapidement. Et encore une fois, avec du recul, ça m'a aussi aidé à faire cette transition et un petit peu cet effort on va dire de compréhension de ces 4 années. En me replongeant rapidement dans l'expérience, ça m'a évité de trop me morfondre en me disant ok, je suis un entrepreneur raté, c'est fini, et au contraire de tout de suite de remonter un peu à cheval, comme on dit, après une chute. Ça m'a permis de vite réapprendre et surtout de vite mettre à disposition tout ce que j'avais pu emmagasiner comme expertise. Et est-ce que tu as aperçu une différence en étant marketeur de ta propre boîte versus étant marketeur pour les autres? Est-ce que tu as des choses que tu as remarquées qui sont différentes? Alors, il y a beaucoup de similitudes quand même, mais je pense que peut-être la principale différence, c'est le niveau d'exigence, où je me suis senti étrangement plus exigeant avec moi-même quand j'étais dans la société d'un autre. Je l'ai senti, que ce soit chez Hors-Série, un peu plus tard chez Forest Admin, et puis ensuite les différentes expériences par la suite. Mais cette notion de c'est pas chez moi, c'est pas mon argent, donc en gros je peux pas faire ce que je veux comme je veux, et surtout je peux pas et je n'ai pas le droit de faire n'importe quoi. Donc il y avait, et puis je pense aussi encore une fois cette idée de ok, j'ai fait beaucoup d'erreurs, et je pense qu'en tant que néo-entrepreneur, c'était tout à fait normal, mais je voulais pas reproduire ces erreurs-là une deuxième fois, donc je pense que beaucoup plus d'exigences sur les expériences suivantes. Et du coup, ça t'a amené à quand même travailler avec beaucoup de startups en early stage, si je comprends bien. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une startup early stage? Parce que je pense que c'est important d'introduire ce concept, parce que pas tout le monde connaît ces distinctions. Pour toi, comment tu la définirais? Je ne sais pas s'il y a une définition en tant que telle. En tout cas, moi, ma manière d'apprendre les choses, c'est une startup qui est au tout début de son aventure. Donc, c'est typiquement au stage de pré-seed ou seed, en tout cas sur les premiers moments de financement. Donc, on va dire peut-être de manière un peu générale, pré-série A, donc près une première levée de fonds pour des startups qui vont s'orienter vers des levées de fonds. Ou alors, quand on est sur un bootstrap, c'est vraiment au tout début, quand on n'a pas encore trouvé son positionnement de marché, et que ce fameux go-to-market qui n'est pas encore bien clair, qu'on est vraiment dans cette phase un peu assez embryonnaire, où on doit définir un petit peu tous les pans de la société. Et c'est là où, finalement, moi, je m'exprime le mieux. Et c'est pour ça que, post-Jogging, j'ai voulu rejoindre des startups naissantes, en tout cas de petite taille, au tout début de leur aventure, parce que c'est là où, en fait, il faut tout créer, et c'est là où tu as une transversalité d'un point de vue marketing qui est la plus marquée possible, même si ensuite j'ai évolué dans des structures et j'ai grandi avec ces structures jusqu'à des postes de head of marketing où j'avais une petite équipe en place. Alors, je n'ai pas connu du scale avec plusieurs dizaines ou centaines de collaborateurs, mais en tout cas, c'est intéressant parce qu'il y a tout à faire. Et c'est là que je pense l'ingénieur qui sommeille en moi s'exprime le mieux, c'est qu'il y a cette notion de rationalisation. Aussi, vu que tout est à faire, il faut réussir à rationaliser les chantiers, à bien les prioriser, parce que tu sais que tu as des ressources humaines, financières qui sont assez limitées. Donc c'est intéressant d'exprimer un potentiel important dans ces phases-là, avec ces limitations qui sont inhérentes finalement à la maturité de la structure. Et donc, tu le vois comme un stage où le marketeur touche à beaucoup de choses. Est-ce que c'est quelque chose où tu t'épanouissais globalement plus que peut-être être
versus être sur une thématique bien précise et bien identifiée. Est-ce que tu vois une distinction là-dessus d'un point de vue de marketeur? Oui, tout à fait. Moi, je suis plutôt ce profil un peu général, c'est-à-dire que je suis excellent nulle part, mais je suis bon partout. Et donc, j'aime bien cette notion de touche à tout. Et encore une fois, je pense que c'est lié avec le côté naissant d'une société. Et donc, cette start-up un peu early stage, là où quand tu grossis, tu as vocation quand même à spécialiser un petit peu. En tout cas, une fois que tu as mieux défini typiquement tes canaux d'acquisition ou ton funnel d'acquisition avec tes différentes étapes, bah, tu vas commencer à préciser un petit peu les besoins et donc peut-être mettre en face des ressources. Et donc, c'est là où tu rentres dans quelque chose qui, pour moi, me passionne un petit peu moins. En tout cas, j'aime bien cette notion un peu opérationnelle et on va dire logistique, puis après le scale. Mais le début est assez excitant parce que c'est comment trouver le bon persona, comment trouver le bon messaging et puis le bon canal et puis de faire des tests et puis ce côté... test and learn aussi avec toute la data, un peu l'analyse de celle-ci. Donc c'est là où effectivement moi je m'éclate le plus. Et surtout que il y a moins de management, j'imagine. Tu es plus peut-être la main dans le cambouis. Et globalement, tu m'as dit, après, tu as quand même suivi pas mal d'entreprises où tu es arrivé à la step où tu avais une petite équipe. Est-ce que c'est de la transition était simple ou bien chaque boîte avait des spécificités dans ce côté transition de création d'équipe, en partant du fait qu'au départ, c'était toi qui faisais quand même pas mal de choses. Chaque expérience a été vraiment différente. Il y en a pour lesquelles ça a été assez rapide et assez logique dans le développement de l'équipe marketing, que ce soit avec la relation avec les founders, mais aussi avec l'équipe commerciale, où forcément il y a un lien très très fort quant à la communication et aux échanges que tu peux avoir avec les clients. Et d'autres où ça a été un petit peu plus complexe de trouver le bon profil à mettre en face du bon besoin, mais plus dans un aspect RH que vraiment purement marketing. Dans le sens, soit il y avait des problématiques de financement, soit il y avait des problématiques de management, mais qui n'étaient pas à proprement dit liées au marketing en soi. Mais ça a dépendu aussi sur certaines sociétés par lesquelles je suis passé, du niveau de maturité aussi global de la structure et de sa vision quant à l'importance du marketing au sein de l'acquisition client et puis même du rayonnement de la marque, où il y avait, et ça c'est un des gros enjeux à mon sens en early stage, d'arriver à avoir cette maturité marketing, que ce soit à la fois sur la pure brand awareness, donc comment faire rayonner la marque, ses valeurs, etc., mais aussi l'aspect vraiment purement performance. Parce que souvent, alors c'est peut-être moins, et je l'espère, en tout cas de ce que je vois, c'est moins le cas maintenant, mais c'est vrai que quand on revient un petit peu quelques années, une dizaine d'années auparavant, c'était un peu le parent pauvre parfois, on était très focus business, voilà, il y avait une équipe commerciale qui était staffée, voire surstaffée, et puis en fait derrière, tous les contenus marketing, en tout cas tout ce qui venait accompagner la vente n'était pas forcément présent, et donc il y avait... Moi, je l'ai vécu dans quelques-unes de ces sociétés-là, la notion à la fois d'acculturation des founders en disant il faut investir dans le marketing, à la fois financièrement, mais aussi en termes RH, et puis d'acculturation aussi des équipes sur l'importance du marketing, que ce soit le marketing très opérationnel pour les sales, mais aussi le product marketing, typiquement pour évangéliser sur le produit quand on est sur une startup plutôt product. Et donc ça, parfois, c'était effectivement pas évident. Et tu considères que c'est dû à quoi? C'est plus dans l'écosystème français ou versus d'autres que peut-être t'as vu, ou c'est dû à quoi? Je pense que c'est un niveau de maturité en fonction principalement des fondateurs qui sont plus ou moins... Quand ils viennent pas, par exemple, du marketing. Ouais, c'est ça. Qui sont plus ou moins alignés avec l'enjeu marketing. Mais encore une fois, je pense que on va dire toutes les dernières sociétés dans lesquelles j'ai eu la chance de travailler ou celles que j'ai accompagnées en tant que consultant externe, on sent qu'il y a quand même une maturité qui est plus forte. D'une part par l'écosystème qui a quand même grandi et mûri, parce que c'est vrai que je reprends Jogain, c'était les années 2012, donc en l'espace d'une dizaine d'années, ça a quand même beaucoup évolué. Et puis aussi les contenus disponibles, il y a eu énormément de structures et de médias et de contenus produits ces 10 dernières années qui font que maintenant, les gens sont quand même plus au courant de ça et c'est beaucoup plus logique de faire du marketing dès le départ et de le faire bien. Très clair. Du coup, pas mal d'expérience dans ces boîtes-là, early stage. Aujourd'hui, si tu rejoins, disons, une nouvelle boîte early stage,
au vu de un peu de ce que tu as vu, déjà, quelles seraient les premières questions que tu te poserais et comment un peu tu verrais ce marketing pour boîte early stage? C'est une question intéressante. Même s'il n'y a pas, je pense pas qu'il y ait un framework. En tout cas, on pourrait débattre autour d'un framework qui soit le même pour toutes les sociétés early. Mais la première chose, je pense, c'est vraiment cette notion de vision, de stratégie qui émane, à mon sens, des fondateurs, Ok. de l'équipe de départ. C'est vraiment, en fait, quel est le problème auquel que veut adresser la société, où est-ce qu'elle veut l'emmener et quelles sont les valeurs qu'elle porte dans cette aventure-là. Et ça, c'est vraiment le socle sur lequel on peut définir une stratégie marketing et construire tous les contenus associés. Donc, pour moi, c'est vraiment fondamental d'arriver à travailler, si ce n'est pas encore suffisamment clair ou bien formalisé, main dans la main avec les fondateurs pour se dire, OK, quelles sont nos valeurs, quelle est la vision de la structure, où est-ce qu'on veut aller, à quelle velocité. Et de ça va découler, à mon sens, le premier, en tout cas, enjeu du marketing dans une structure naissante, c'est à qui on s'adresse. C'est vraiment un travail qui paraît à la fois très simple, mais qui en fait peut être extrêmement complexe. On parle souvent de persona, de cible, et c'est de se dire, OK, ce besoin-là, que ce soit un produit ou un service, à qui il est adressé. Et on dit souvent, en fait, s'il s'adresse à tout le monde, il s'adresse à personne. Mais après, en ciblant, on peut vite définir. Alors, est-ce que c'est une verticale sectorielle? Est-ce que c'est une verticale de cas d'usage? Qu'importe finalement la manière de constituer ce positionnement. Mais c'est à mon sens la première étape post, on va dire, la formalisation de la vision et des valeurs, de se dire, OK, quelle est la cible à laquelle je vais m'adresser? Et au sein de cette cible, quels sont les potentiels personas? Donc, quels sont les clients finaux à qui je vais m'adresser? Et ça va un peu guider l'ensemble de la suite on va dire de la stratégie marketing dans son ensemble. Parce que sans ça, si on passe trop vite sur cette étape-là, finalement, on voit très bien, et je l'ai vécu d'expérience, que la suite, aussi qualitative soit-elle, est totalement décorrélée du vrai client final. Et du coup, tu considères que c'est le rôle du marketeur d'accompagner, j'imagine, les founders, parce que c'est des étapes tellement early que le founder est encore partie prenante de ces réflexions. Donc, en tout cas, c'est le rôle du marketeur d'aider à trouver l'ICP, le persona, et d'identifier ça clairement. On parle aussi aujourd'hui de plus en plus de TAM, on parle de segmentation en tier 1, tier 2, tier 3. C'est pour toi, le point de départ, c'est le rôle du marketeur d'accompagner les founders sur cette partie. Et si oui, comment tu procèdes techniquement et opérationnellement? Alors, accompagner, oui, c'est clairement dans le scope du ou de la responsable marketing qui rejoint l'équipe manière early. C'est aussi un besoin, en tout cas, l'équipe fondatrice, le ou les cofondateurs se doivent aussi d'être en capacité finalement de définir ce personnage, parce que dans les premières interviews utilisateurs, qui est, on va dire, la chose la plus banale et pourtant la plus importante à faire, c'est d'être à l'écoute, donc c'est de faire un maximum d'interviews, d'échanges avec les clients pour, d'une part, bien comprendre quelles sont les problématiques, les besoins de cette cible-là. Pendant ces interviews-là aussi, d'arriver à capter des éléments qui vont être extrêmement importants à réutiliser ensuite d'un point de vue marketing, donc des éléments de langage ou des outils potentiellement concurrents ou qui vont venir s'adosser à l'offre de valeur qui va être générée, encore une fois, soit de produit ou de service. Donc, c'est effectivement un travail main dans la main. Il faut qu'il y ait une sensibilité de la part des cofondateurs, parce que c'est eux qui sont censés être les premiers à l'avoir fait quand ils ont eu l'idée de leur projet. Mais là où, en fait, un marketeur ou une marketeuse peut être intéressante, c'est vraiment dans le côté formalisation du process. C'est de définir tout un framework de travail avec, comme tu parlais des tiers, de définir en fait les priorités, de collecter toutes les données, en tout cas de définir quelles sont les données qu'il va falloir collecter lors de ces fameuses interviews, d'arriver à les processiser. Et puis ce qui est intéressant derrière, c'est qu'il y a énormément d'outils maintenant pour le faire de manière semi-automatisée, ou en tout cas totalement, structuré, voilà, c'est ça, pour collecter la donnée, de pouvoir la réécouter, de pouvoir l'analyser, la segmenter, etc. Donc, je ne parle même pas d'intelligence artificielle, mais en tout cas, il y a des outils qui permettent de le faire. Ça, c'est les nouveaux layers pour accélérer ça, parce qu'effectivement, je vois plein de use cases là-dessus. Et donc, effectivement, le rôle du marketeur, pour synthétiser, c'est de venir en layer 2 de ce qu'a déjà fait le founder, parce que par principe, le founder a déjà fait ce travail-là, et peut-être d'aller plus dans la granularité, d'aller plus dans de la récolte, dans
en tout cas dans le côté structuré de la chose. Parce que des fois, effectivement, j'imagine qu'il y a plein de segments et de sous-segments dans le segment. Une fois que c'est fait, what's next? C'est-à-dire, très bien, on a identifié, c'est quoi le rôle du marketeur à partir de là? Est-ce que c'est les canaux? Est-ce que c'est plus d'aller voir les sales et de se coordonner? Est-ce que déjà il y a une spécificité, c'est-à-dire je suis une mobile app versus je suis un SaaS versus autre chose? Grosso modo, what's next après cette étape-là? Peut-être avant les canaux, je dirais, il y a la partie formalisation de l'offre qui va de pair avec le positionnement. Cette notion de dire, OK, bon, je vois à peu près la stratégie de la société. Alors, on va dire l'offre est déjà plus ou moins définie à ce moment-là. On sait à qui on va l'adresser, mais là, il y a cet enjeu à la lumière des interviews et de toutes les données qu'on a pu collecter, de dire, OK, je vais packager mon offre. Donc, que ce soit un produit ou un service, globalement, ça va être la même chose. C'est vraiment de se dire, il faut que je sois en capacité de l'expliquer de manière très claire et concise. Donc c'est là où on va un peu enlever tout le bullshit, des choses qui viennent habiller une offre de valeur qui doit être la plus simple et directe possible pour qu'elle soit très facilement compréhensible par les cibles qu'on va adresser derrière d'un point de vue marketing ou commercial. Et il y a cette notion d'alignement, que ça soit donc avec les fondateurs, mais aussi avec le reste de l'équipe en disant, voilà notre offre, voilà comment on va la packager, parce que derrière, ça va avoir forcément des répercussions typiquement sur la tech, sur le design, sur l'ensemble des équipes et même commerciales, bien évidemment, sur la manière de présenter et de designer, développer le produit. En termes de service, c'est plus ou moins la même chose, c'est juste qu'on va redéfinir un peu le package et finalement les decks associés ou tous les supports de vente associés. Donc ça, ce sera un peu l'intermédiaire, mais effectivement direct derrière, via la notion de canaux d'acquisition, c'est de se dire, OK, je sais à qui je veux m'adresser, je sais qu'est-ce que je souhaite vendre à cette cible-là. Maintenant, c'est au regard, encore une fois, des contraintes à la fois budgétaires et RH, de se dire quels sont les canaux à prioriser. Et donc là, c'est vraiment dépendant du produit ou du service, de qui on est et de ce qu'on veut vendre, parce qu'on ne va pas favoriser forcément les mêmes canaux entre une marque très B2B qui va plutôt aller faire de l'acquisition, par exemple, sur LinkedIn, avec certes de la création de contenu, mais peut-être du targeting très fin d'un point de vue sales et de la génération de leads avec du gated content derrière pour rediriger peut-être sur un livre blanc ou du contenu sur le blog, etc. Et puis de capter des leads pour ensuite les traiter d'un point de vue commercial versus un B2C ou une offre plutôt orientée B2C ou un produit où là on va plutôt aller chercher des réseaux sociaux, donc c'est que ce soit Snap, est-ce que c'est TikTok, est-ce que c'est d'autres canaux à utiliser. Et donc ça c'est vraiment au regard de la stratégie de développement de la société, de la personne, en tout cas du ou des personas qu'on va cibler au sein de ces clients idéaux. Et puis, il y a quelque chose à prendre en compte quand je dis de les contraintes budgétaires et humaines, c'est d'être très pragmatique. Et ça, c'est une phase aussi où je l'ai vu à la fois quand j'étais employé, mais aussi consultant, c'est de se dire, on ne peut pas tout faire. Il y a toujours ce rêve de, je te fais une belle stratégie, un plan à 2-3 ans, et puis on fait tous les canaux possibles et inimaginables, on fait des salons, donc du physique, du digital, de l'international. À un moment, il faut être aussi très pragmatique et se dire, OK, où est-ce que je vais pouvoir focus? Donc l'idée, c'est aussi de diversifier un peu, c'est-à-dire peut-être pas faire un mono-canal dès le départ, mais peut-être dire je teste sur 2-3 canaux différents, peut-être un physique et un autre digital, pour varier un petit peu et puis voir, comparer. Et dans cette comparaison, il y a une notion de data qui est implicite en faisant tout ce que je vais faire, et encore une fois à ressources limitées, puisqu'on est, si on reste dans cet esprit de startup early stage, de se dire à budget limité, qu'est-ce que je vais pouvoir tester pour collecter de la data, pour me dire est-ce que en fait cette stratégie-là, en tout cas ce canal-là est le bon, est-ce qu'il est suffisamment performant, si par exemple on fait du SEO ou du SIA, est-ce qu'on fait de la création de contenu, genre du blogging avec un relais newsletter, est-ce qu'on fait du podcast, etc. Il faut s'assurer qu'on puisse collecter très rapidement de la donnée pour optimiser, pour être sûr d'avoir le taux de conversion le plus important possible, vraiment dans cet axe performance, parce qu'on sait que toutes les actions marketing qu'on va mener en early vont servir à ce qu'on appelle la brand awareness, donc le côté reconnaissance de marque, mais il faut vraiment avoir cet aspect très performance, et ça c'est quelque chose sur lequel j'insiste à la fois quand j'étais encore une fois du côté de la barrière employée ou de l'autre en tant que conseiller, c'est de dire il faut chercher la performance, parce qu'au début finalement quand on cherche un peu son marché, qu'on cherche à optimiser son offre, produit ou service, il faut de la performance, et la performance il faut la mesurer pour être sûr de pouvoir l'optimiser. Donc très orienté performance très rapidement. Ouais. Pour rebondir sur un point que tu as mentionné, c'est-à-dire de créer une dualité, par exemple, au niveau des choix des canaux. Moi, je vois souvent, par exemple, dans ces steps-là,
un vrai dilemme de qu'est-ce que je priorise. Je sais qu'il y a plein de frameworks, plutôt par exemple dans le Growth, comme le ICE et plein d'autres. Est-ce que tu es plus d'école d'aborder ça en mode framework, parce que tu me parlais de framework au début, en mode un côté plus structuré, pour aller amener l'organisation vers un modèle très data-driven, dans le sens où si j'ai un framework, j'arrive à mieux réorienter les efforts. Donc, est-ce que tu es plus en mode, OK, un canal versus un autre, ou bien plein de canaux, plein d'expérimentation, parce qu'aussi, il y en a qui envisagent ça en mode pas canal, mais une expérimentation. Donc, il se peut que ça soit juste un canal, mais avec 5 expérimentations différentes, parce que la startup, l'audience, elle est bien, je sais pas, elle est bien sur LinkedIn, ou elle est sur une plateforme Web3, ou j'en sais rien, on parlait ça tout à l'heure. Est-ce que tu es plutôt framework? Est-ce que tu es plutôt en mode non, je prends un canal au hasard et je fonce et je les sors et je passe au prochain? Comment tu vois ce côté priorisation? L'expérience que j'aime bien faire à ce moment-là, c'est donc, bien évidemment, je disais tout à l'heure, ne pas avoir cette vision stratégique à 2-3 ans, extrêmement complexe, multicanal, avec une équipe staffée, etc. Pour autant, je l'ai fait, c'est-à-dire que je trouve que l'exercice est intéressant, c'est-à-dire de se projeter sur une sorte d'idéal en disant, à ressources illimitées, qu'est-ce qu'on ferait, pourquoi? Donc toujours cette notion de rationalisation et de pragmatisme en disant, ok, je ne vais pas non plus être partout parce que c'est ridicule, mais qu'est-ce que je vais favoriser? Et après, c'est de réduire ce scope en disant, ok, à très court terme, où est-ce que je peux avoir à effort réduit, encore une fois, en prenant en compte ces contraintes, surtout si on est une personne ou deux au marketing, je dis une ou deux en fonction de ce que les founders en font un petit peu, est-ce qu'il y a un commercial qui est un peu marketing, mindseté, donc qui va intervenir sur les contenus, à se dire à ressources limitées, où est-ce que je peux avoir le plus d'impact le plus rapidement possible, et comment je vais être en capacité de le mesurer pour peut-être, effectivement, comme tu disais, avoir 1, 2 ou 3 canaux différents, mais moi, j'ai jamais été trop partisan du multicanal. Ok. Parce que c'est trop dilué et en fait, on n'a pas assez de data. En tout cas, la data qu'on remonte n'est pas suffisamment pertinente, en tout cas pour se dire, ok, je vais en favoriser un plutôt. Et trop en surface, peut-être. Voilà, peut-être trop en surface. Ouais. Et pour autant, je vais dire l'inverse de ça, c'est que ce qui est intéressant aussi dans le côté early stage, c'est d'être malin dans la création de contenu. Et par malin, je sous-entends la déclinaison de contenu. C'est-à-dire que si on prend, que ce soit chez Hors-Série, mais Forest Admin ou même après chez Herméo, en fait, il y avait cette notion de, en fait, on sait à qui on s'adresse, on va présenter, parce que c'était tous des produits, alors à part Hors-Série qui étaient sur des produits physiques, parce que c'était des imprimantes professionnelles qu'on installait chez des Cultura, Fnac, Leclerc, mais Herméo et Forest qui étaient des purs produits tech, SaaS, c'est de se dire, on va faire un format webinar. On invite un de nos premiers clients avec qui on a bien travaillé un cas d'usage, on va le présenter aux autres potentiels, donc aux leads prospects qui seront intéressés pour peut-être nous rejoindre. Donc on va le présenter sous un format webinar. Et en fait, de ce webinaire-là, on va décliner du contenu. Donc, on va pouvoir faire du Slack content pour les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn ou d'autres un peu moins professionnels. On va pouvoir en faire une déclinaison d'un article blog où on va reprendre un peu le script de ce qui a été dit, mais de manière un peu plus SEO-friendly pour alimenter cette stratégie-là. On peut faire un petit peu d'ads avec un petit budget pour faire du SEO, pour booster le blog. Et donc, en fait, d'un focus, on va dire, sur un canal qui était le webinar, qui à mon sens, c'est quand même un canal qui est assez facile d'utilisation et qui est assez direct, surtout pour du produit, parce qu'en fait, on présente le produit à un maximum de monde dans une durée limitée. Et ensuite, on peut réutiliser, en tout cas en redécoupant ce contenu. Et je n'ai pas parlé de la newsletter, etc. Mais en fait, de manière assez maligne, on peut décliner un contenu, le recycler exactement. Et ça, avec, encore une fois, un effort assez réduit pour maximiser finalement le reach. Donc, c'est intéressant, par exemple, en prenant le use case du webinar, toi, tu le vois comme canal et la distribution derrière, ça va être le SEA, le SEO et la newsletter et d'autres. Et donc, en fait, ça, c'est typiquement un use case contenu très compatible avec les SaaS. Je vais en profiter pour un petit peu plonger dans ton expérience de SaaS, parce que tu m'as dit qu'au final, tu étais dans un écosystème eFounder avant de démarrer le podcast. C'est quoi la particularité de naviguer dans ces milieux de SaaS, notamment d'un point de vue de marketing early stage, parce que j'imagine que c'est très spécifique, mais j'ai en même temps l'impression que, par exemple, dans des networks style eFounder, peut-être qu'ils ont trouvé une petite sauce secrète, une approche en tout cas qui est assez réplicable. Est-ce qu'on peut dig sur, par exemple,
cet univers, par exemple, du SaaS, de rentrer dedans et essayer de comprendre est-ce qu'il y a peut-être une best practice en mode startup early stage. Peut-être c'est le contenu, peut-être c'est autre chose. Quelle est la démarche marketing d'une startup SaaS en early stage? Non, c'est vrai que eFounders, alors maintenant Exa, j'ai eu la chance que ça soit à l'époque de Forest Admin, mais même un petit peu avant, de graviter dans cet écosystème-là qui est juste incroyable par la richesse et la diversité des talents qui en font partie. Effectivement, il y a un focus qui est très, alors d'une part, très contenu. Je parlais de webinars, mais aussi beaucoup de blogs et autres contenus, donc par exemple sur les réseaux sociaux comme LinkedIn, pour finalement présenter l'offre, donc en tout cas, le produit, et l'offre, ça peut être du service associé, mais il y a cette notion de faire connaître en fait le produit. Un des hacks qui était très connu, et je pense qu'il est encore d'actualité, c'est Product Hunt, donc le fameux lancement où il y a eu des très très beaux succès dans la galaxie Exa avec des succès des top 1, etc. Donc il y avait ce côté un petit peu hack où il y avait une sorte de template à suivre et qu'on se passait de disais bien, vu que beaucoup finissent premiers, je me disais bien qu'il y a une template. Et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a, en tout cas moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans l'aventure Jogging et un peu après, c'est cette notion à la fois d'écosystème, donc de réseau, et aussi de mentoring. Et la force d'un écosystème comme celui d'Exa, mais plus globalement de l'écosystème SaaS, qui est maintenant très international. C'est vrai qu'il y a l'écosystème français qui est très fort, mais et qui commence à être de plus en plus décentralisé dans les villes françaises, mais qui est, de par les sociétés qu'on lance, très internationales maintenant, où il y a cette richesse en fait d'informations et de partage qui fait qu'il y a quand même des bonnes pratiques qui émergent. Et puis il y a, comme je disais aussi, beaucoup de blogs de contenu qui existent en ligne où maintenant c'est dur de faire mal les choses, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup d'évangélisation qui a été faite et d'excellents marketeurs qui ont un petit peu cristallisé ou formalisé leur savoir. Et je dirais en tout cas le focus, je parlais de stratégie et de canaux, en tout cas d'essayer de cibler quelques-uns pour faire des premières expérimentations. C'est vrai que la création de contenu pour un SaaS est quand même extrêmement pertinent parce qu'encore une fois, c'est expliquer son produit à un maximum de personnes qui font partie de ses clients idéaux. Et donc la création de contenu qui en plus est facilement déclinable parce que d'un format webinar on peut aller sur un format écrit, d'un format écrit finalement on peut repasser sur un format plutôt visuel. Donc c'est toujours dans cet aspect un peu malin de comment repackager un contenu pour éviter d'avoir trop de déclinaisons, et donc que ce soit en interne ou si on fait appel à des freelances au début, d'avoir trop de contenu et que ça coûte trop cher. Parce que ce que je note, c'est quand même indirectement dans pas mal de tes réponses, le côté ressources. Tu fonctionnes beaucoup en modèle de ressources. Oui. C'est intéressant parce que j'imagine derrière que ça a des implications aussi au niveau du choix, comme tu le disais, des canaux, de priorisation et autres. Est-ce que... et aussi, tu as dit un truc qui est super intéressant, j'aurais jamais pensé comme ça, c'est que tu as dit au départ, tu réfléchis tout le temps en mode full resource, en mode unlimited, et après tu commences à réduire. Pour revenir un peu sur ce côté ressources, est-ce que le côté par exemple unlimited, c'est juste pour te donner de la créativité, de ne pas te limiter? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cette approche? Parce qu'effectivement, je trouve que c'est intéressant et c'est un peu contre-intuitif. Parce que souvent, on va dire, OK, on part des ressources et on réfléchit dans un cadre. Toi, tu me dis non. Il n'y a pas de ressources, c'est illimité. Je pose les choses et après je me dis il y a des ressources et j'essaie de prendre, j'imagine, dedans. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui a plutôt bien marché dans toutes les expériences que j'ai eues. C'est cette notion de dire, tu as tout à fait raison en disant le fait de se brider ou de compter un peu en disant on n'a pas beaucoup de ressources, encore une fois, budgétaires ou financières ou humaines, donc on va faire que ça. Non, en fait, pourquoi pas étendre la vision, parce qu'en fait, dans cette vision-là, il y a peut-être quelque chose qui va popper auquel on n'avait pas du tout pensé. Et ça peut très bien être, c'est n'importe quoi, mais un événement physique en disant, en fait, c'est cet événement-là. Alors, le CES, je ne sais pas si c'est toujours le bon exemple, mais en tout cas, voilà, ça peut être juste de se dire, ma stratégie marketing, elle va peut-être reposer sur 1 ou 2 événements à l'année, mais parce que ma cible, elle est là, c'est là où je vais convertir le plus, c'est là où je vais être le plus visible. Et en fait, ça ne sert à rien que je fasse 15 canaux différents avec du contenu de plein de manières différentes. En fait, juste peut-être c'est parce que j'ai vu sans limite de budget, peut-être que c'est ça qui va émerger des réflexions. Là où, en se cantonnant à une analyse ou une définition de stratégie un peu bornée,
En fait, on aurait se dit, bah oui, je vais commencer, je vais prendre un freelance pour faire quelques articles de blog, et puis bah, mon SEO, dans 6 mois, il va payer un petit peu, donc là, je vais pouvoir faire un peu de SEO, alors que non, en fait, il y a peut-être cette notion de, encore une fois, moi, ce que j'aime bien dire, c'est à la fois être malin et pragmatique. Et ça, je pense que c'est le côté ingénieur qui parle, c'est de se dire, bah, OK, quelle est ma problématique? Donc là, c'est de faire connaître mon produit au plus grand nombre possible, mais en m'affranchissant des limites budgétaires au départ, pour ensuite réduire le scope en me disant, bah, OK, si je dois investir que X de ces limites-là, qui est mon budget final que j'ai réussi à négocier auprès des fondeurs, bah, comment je vais l'allouer pour être sûr d'être le plus impactant possible. Et une fois que tu as lancé tout ça, j'imagine que derrière, tu dois exécuter en quelque sorte avec des outils spécifiques, avec une structuration peut-être autour d'un CRM. Est-ce que dans ton métier, tu vas aussi vers ces contrées CRM en quelque sorte, là où c'est un peu la frontière avec le métier du sales? Et si oui, comment tu gères ça, que ce soit d'un point de vue mise en place d'outils, dans le cadre j'imagine, d'une acceptation avec d'autres personnes dans l'entreprise, parce que des fois, tu as des outils, il y a différentes personnes qui vont les utiliser, et aussi comment tu gères en tant que marketeur ta relation avec, pas peut-être les founders, mais d'autres départements type sales. C'est une très bonne question aussi, et c'est souvent le sujet un peu touchy quand tu rentres dans cette gestion de la donnée client, et puis qui est responsable de quoi. Bon, globalement, ça s'est toujours assez bien passé dès que tu communiques bien, et principalement avec l'équipe commerciale, parce que c'est quand même, à mon sens, les deux équipes marketing et commerciale qui vont être au cœur de la relation client. Alors après, on peut rajouter la partie plus CSM, si on rentre dans cet esprit SM, donc le côté Customer Success Management. Et ouais, sur l'outil, c'est assez, à mon sens, structurel et structurant, plutôt structurant même. Et c'est quelque chose auquel il faut réfléchir dès le départ, sans pour autant imaginer quelque chose de très complexe et tout de suite penser scalabilité, etc. Mais au moins avoir un réceptacle finalement de ces leads générés, que ce soit du Folk ou HubSpot ou Salesforce, même des choses qui paraissent pour une petite startup un petit peu démesurées en termes de couverture fonctionnelle. Mais il faut le réfléchir très rapidement, parce qu'effectivement, il y a cette notion un peu dans le tunnel d'acquisition d'être sûr de bien maîtriser tous ces touchpoints, donc que ce soit sur la lead gen, qu'elle soit issue du marketing ou des commerciaux, les multi-touchpoints, parce que parfois, finalement, un prospect, il peut être abordé par le marketing, mais les sales vont reprendre la main, ou inversement, si d'un salon, c'est le sales qui est arrivé, mais en fait, le prospect va avoir un contenu marketing ou télécharger un livre blanc, etc. Donc, c'est vrai que maintenant, et je ne sais pas si on l'a déjà vraiment été, mais le final n'est pas linéaire, c'est plein de touchpoints différents, donc c'est intéressant d'avoir cette centralisation de la donnée, et surtout de la relation client, qui, à mon sens, doit être la plus parfaite possible, parce que c'est là où finalement la magie opère, quand on a quelque chose qui est extrêmement fluide et bien pensé pour le client, pas forcément pour les équipes, en disant c'est plus facile de renseigner la donnée. Non, il faut surtout que ça soit... Alors oui, mais il faut surtout que l'expérience elle soit parfaite pour l'utilisateur final, et extrêmement limpide dans les différentes étapes. Donc oui, les outils, en tout cas le CRM, il faut le penser très tôt. Il faut anticiper quand même un minimum le scale, mais il ne faut pas que ça soit vu comme une contrainte. Il vaut mieux le repenser une fois qu'il y a vraiment une volumétrie qui devienne importante, mais il faut qu'adossé à ça, en fait, il y ait des outils qui soient simples aussi de connecter. Par exemple, je parlais de Fog sur la gestion des contacts. Si on prend un Brevo ou d'autres, par exemple, sur le mailing, et si on prend tout ce qui va être, je sais pas, drop contact ou enregistrement des contacts, bon, voilà, tous ces outils, ces axes connexes au CRM, qui est le cœur de la machine marketing et sales, il faut que tout soit bien interfacé et soit assez facile d'utilisation pour que les équipes puissent, encore une fois, proposer l'expérience client la plus fluide et la plus incroyable possible, mais surtout soit en capacité de renseigner, d'interagir avec la data le plus facilement possible aussi. Mais c'est intéressant parce que j'imagine qu'il y a de plus en plus d'outils aujourd'hui, c'est des écosystèmes de plus en plus complexes. En fait, un des sujets qui revient souvent dans les startups early stage, c'est mais en fait, pourquoi cet outil et pas l'autre, comment benchmarker. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça peut paraître drôle, mais j'ai l'impression qu'il y a un nouveau métier, que c'est le Chief Benchmark Officer. Pourquoi ? Parce que j'ai un pote, je l'appelle souvent comme ça, parce que j'ai tendance des fois à bloquer sur 3 outils qui sont en l'air similaires. Et des fois, tu as des profils très très bons à te dire va sur celui-là parce qu'il fait ça, en anticipation de futurs besoins. Et j'ai l'impression que c'est un peu des nouveaux skills, ça, ce côté, ok, mais
pour une startup early stage, prends ça parce que tu es tranquille pendant 2 ans, vu l'évolution de ton besoin, vu que tu es SaaS, vu que tu es comme ça. Qu'est-ce que tu penses de ce côté définition de stack pour une startup early stage? Est-ce qu'il y a des astuces? Est-ce qu'il y a une approche où il faut juste prendre et tester et en sachant que quand même on veut aller vite, il y a des conséquences au choix d'un mauvais outil où tu peux vite être limité. On revient aussi à l'autre sujet de ressources. Donc, comment tu gères ça? Ça, pareil, c'est une bonne question et je pense que j'ai vécu tous les scénarios possibles et inimaginables dans mes précédentes expériences. Et je ne sais pas s'il y a une stack parfaite parce que, toi, là, on est à Station F, on ferait une interview à grande échelle, on aurait des réponses qui seraient totalement différentes. Mais non, je pense qu'il y a, en tout cas, il y a des fondamentaux on parlait du CRM, des bases mailing, de l'enrichissement de data, toute la partie analytics, etc. Il y a quand même des verticales sur lesquelles il faut être outillé. Les outils, maintenant, s'interfacent plus ou moins bien ensemble. Après, il y a même des connecteurs, les Make et Zapier, etc. Donc, pour moi, l'outil, c'est plus vraiment un sujet. Je pense qu'après, c'est plus une affinité d'ergonomie. Après, il y a des notions budgétaires aussi, forcément, des outils qui sont plus ou moins chers que d'autres. Mais à mon sens, c'est plutôt dans le process, parce que l'outil n'est finalement une aide au process qu'on aura défini, qui, encore une fois, n'est pas d'un sas à une autre, qui n'est pas forcément foncièrement différent. Mais c'est plus une affinité de l'équipe avec tel ou tel outil. Et des benchmarks, il y en a eu plein. Il y a tellement de sociétés qui ont fait les comparatifs, des X CRM. Et ça a toujours été la bagarre, par exemple, entre HubSpot et Salesforce en disant qui est le mieux, qui est le pire. Donc, sur ça, je n'ai pas vraiment de conseils particuliers, si ce n'est s'écouter et après regarder un peu ce qui se fait. Et une fois, on revient sur cette notion d'écosystème et de père et de mentor, de se dire, OK, comment mes proches ou mes potes que je connais ou des gens de l'écosystème, comment ils ont structuré ce pan marketing et sales et comment je peux m'en inspirer. Puis après, comme tu le disais très bien, il faut tester, quoi. Et parfois, il y en a qui vont être pro HubSpot, d'autres pro Salesforce et d'autres pro d'autres. Et tu as dit un truc intéressant, c'est que tu partais du process, donc j'imagine peut-être que l'idéal, c'est que la boîte pose ce qu'elle va faire en process et l'outil il vient s'agrémenter dans ce process de manière pourquoi je pose cette question? Parce que aussi, dans mes interactions en tant que marketeur avec d'autres, il y a aussi pas mal de gens qui partent de l'outil pour build le process. C'est-à-dire que l'outil, tu vois, ils disent, OK, on part par exemple de HubSpot. Qu'est-ce que permet HubSpot? Il permet ça. Mais tiens, mais j'ai pas pensé à ça en mode process. Toi, si j'ai bien compris un peu ce que tu me dis, ça veut dire que non, pose ton process, les outils sont interchangeables du moment que ça fait sens et que ça rentre dans le budget, c'est comme ça que tu le vois. Tout à fait, c'est ça. Et c'est vrai que dans le process, si on reste focus sur une plateforme SaaS, c'est quand même très... il y a cette segmentation qui est quand même très connue entre le lead qualifié avec toute la partie SDR ou BDR, et puis après, tu as la compte exé, puis après, tu as le CSM, et puis après, il y a des nuances où d'une startup à une autre, finalement, en early stage, tu vas avoir des équipes qui sont plus ou moins étoffées, des équipes qui vont être un peu plus marketing orientées, d'autres qui vont être plus sales orientées, donc en fait, tu n'auras pas... une fois, je prends un exemple où... côté Forest Admin, en fait, toute la partie qualif du lead était plutôt côté sales. Donc, ils étaient 2 ou 3. Moi, j'ai dû arriver, on devait être 6-7 dans la société. Donc, moi, j'avais la partie marketing, mais plutôt orientée growth. Ils étaient un peu plus staffés côté sales. On avait déjà des CSM parce qu'on avait un outil qui était extrêmement paramétrable et très complet. Donc, limite un peu complexe parfois à prendre en main pour des startups qui ne maîtrisaient pas trop le sujet. Donc, il y avait beaucoup d'accompagnement produit à faire. Là où... par exemple, côté Hermeo, donc la société dans laquelle j'ai rejoint par la suite, qui était donc Forest, c'était pour revenir là-dessus, c'était un back-office en mode SaaS. Alors, ça a certainement évolué depuis. Et puis après, j'ai switché chez Hermeo, donc, qui était une société de digitalisation de process industriels. Donc, j'étais revenu un peu mes premiers amours de l'industrie. Et là, toute la partie qualif de lead était plutôt côté marketing. Donc, en fait, marketing, on allait jusqu'à quasi le closing, qui était assuré par les accounts exé, mais toute la partie, on va dire, BDR était côté marketing. Ok. C'est intéressant parce que ça, je le vois aussi pas mal au niveau des structurations de boîtes early stage. C'est ce côté, les BDR sans sous l'équipe marketing. J'ai eu ça dans certains épisodes avec d'autres marketing leaders où effectivement c'est le cas. Toi, si tu avais le choix aujourd'hui, encore, c'est un conseil, mais c'est aussi pour un peu voir
vers quoi tu penches? Tu es plus de l'école d'intégrer les BDR un peu à ce marketing leadership, ou plus de l'autre école où l'idée c'est quand même que le sales ait plus la main et que le marketeur est là peut-être pour générer du rendez-vous, ce qu'on appelle du MQL, Marketing Qualified Lead. Comment tu vois cette interaction avec le sales? Je vais essayer de pas me fâcher ni avec l'une ni avec l'autre communauté. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse sur ça. C'est vraiment, encore une fois, ça dépend à la fois de l'affinité des founders qui vont être peut-être plus business ou marketing orientés. Ça dépend aussi de l'équipe en fonction des premiers recrutements. Parce que c'est vrai que si c'est tout de suite plus business, on va avoir tendance à caler les BDR côté sales, ce qui fait totalement sens. Parce qu'on va dire que l'équipe marketing génère des leads plus ou moins qualifiés, mais c'est quand même le BDR qui va être un peu juge de paix sur est-ce que je le passe ou non quand exé pour le closing. Là où l'aventure que j'ai vécue chez Hermeo était intéressante parce que le fait d'avoir intégré le BDR côté marketing, ça permettait d'être beaucoup plus fin sur à la fois le messaging, donc tout la présentation du produit et l'analyse. Et donc en fait on avait mais ce qu'on aurait très bien pu avoir finalement s'ils avaient été côté sales, mais dans tous les rendez-vous de qualification qu'ils faisaient, étant sous ma responsabilité, finalement j'avais une supervision un peu plus fine et des interactions beaucoup plus régulières que s'ils avaient été côté sales. Mais vu qu'on avait mis beaucoup d'outils en place, malheureusement je ne saurais plus me dire lesquels parce qu'on a changé plusieurs fois d'outils, mais voilà, il y avait cette notion de on maîtrise le discours de bout en bout et surtout on pouvait optimiser le contenu marketing. Et ce que j'avais mis en place aussi chez Hermeo, c'était le product marketing qui était un peu nouveau dans la structure. Et donc, toutes les interviews qu'on faisait de qualification servaient aussi d'un point de vue produit parce qu'on récupérait des bribes d'informations, du wording qui nous permettait pour l'outil, en tout cas pour la plateforme, d'être optimisé en fonction. C'était plus... En fait, ça facilitait les choses parce que c'était sous ma gestion, donc c'était au sein du même pôle. Mais parce que c'était l'ADN de la boîte au final. Ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu très bien être côté 16 et tout aussi bien fonctionner. Ok. Et aujourd'hui, du coup, au niveau juste pour un peu finir sur cette note d'outils, alors je sais que c'est une question tricky, mais qui devrait un peu décider à la fin? Parce que j'ai bien noté, process, on met le process, on regarde ce qu'il nous faut, mais est-ce que tu te dis que chaque département choisit ses propres outils? Département, ça parle de early stage, j'ai l'impression que c'est aussi souvent les founders, ou bien c'est le marketeur qui doit un peu push ses propres outils. J'en parle parce que je le vois beaucoup dans le boîte early stage. Il y a des débats entre founders et leurs équipes, les équipes qui des fois viennent d'une autre boîte, ils ont l'habitude d'autres outils. Et est-ce que tu penses qu'il faut qu'il y ait une sorte quand même qu'il y ait une personne qui ait de l'ownership sur ces choix-là, ou bien au final ça se fait par négociation? Ouais, super intéressant aussi, ça dépend, je pense, beaucoup de l'ADN de la startup. La boîte. Je pense, en tout cas à mon sens, c'est bien qu'il y ait un ownership quand même sur les outils. En early stage, c'est un peu chaque département, donc chaque head-off qui va, CMO, CSO, etc., qui va finalement piloter sa stack. Ce qui est intéressant aussi, mais là c'est early stage, mais un peu dans l'après-seed ou pré-série A ou post, c'est de réfléchir aussi à quelqu'un qui puisse être ownership de l'ensemble. Donc ça peut être un founder qui est un peu genre CEO orienté, un peu ops. Ou ça peut être quelqu'un qui est dédié au qui est financé, mais limite qui traque quand même aussi. C'est ça qui, tu parlais tout à l'heure de Chief Benchmark Officer. Ouais. C'est cette notion de quelqu'un qui soit un peu le nez dans cette stack, parce que ça peut vite devenir un peu millefeuille d'outils. Et on a testé un truc, on l'a débranché, mais en fait tout n'est pas encore débranché, puis on continue. Ça c'est un des pires exemples où en fait tu continues à payer un monthly, même un annuel, un annuel ou mensuel, et tu découvres ça un an après où tu commences à co-skiller un peu et tu te dis mais attends, c'est quoi ça? Et moi ça m'est arrivé tellement de fois avec du Lemlist, avec un Mailchimp, avec un Jet, et je me dis mais wow, qu'est-ce qui se passe là? On a 4-5 tools de mailing et je parle même pas de Brevo. Et sur ça, je pense en early stage, c'est porté soit par les founders, donc s'il y en a un qui a un peu ce côté ops qui va chapeauter l'ensemble, soit c'est les départements, et après c'est en bonne intelligence. C'est ce qui est bien en tout cas ce que j'aime bien dans les startups early stage, c'est ce côté, c'est une petite équipe, donc en fait tout le monde sait tout, et donc on arrive plus ou moins à bien s'entendre et à
à faire en sorte que la stack elle soit la plus homogène et, et pertinente possible. Et puis après, quand on commence à grossir un peu, c'est intéressant de se poser la question de rationalisation, de se dire, OK, est-ce que c'est un ops temps plein? Est-ce que c'est quelqu'un qui va peut-être, en parallèle du RH, faire un peu ce côté tools? Donc, encore une fois, ça dépend de l'ADN de la structure, mais c'est intéressant d'avoir ce côté, OK, c'est quoi nos process, comment on les optimise et c'est quoi la stack qu'on met par-dessus? Et opérationnellement, en termes de gros opérationnel, tu m'as parlé tout à l'heure de webinar. Est-ce qu'il y a d'autres opérations, expérimentations, voire canaux que par le passé tu as exécuté et que ça a été ça a permis de générer soit du lead ou du trafic, des exemples un peu comme webinar, je sais pas, est-ce qu'il y a des expériences que tu peux nous partager qui ont bien réussi et dont tu es fier aujourd'hui? Pardon. Il y a ouais, pas mal. Celle qui vient tout de suite à l'idée, à l'esprit, c'est hors série. Donc c'était un process, comme je disais, c'était de l'imprimante professionnelle qu'on installait sur des points de vente physiques. Donc cette imprimante professionnelle, la finalité, c'est de se dire en moins de 10 minutes, on t'imprime n'importe quel livre qui faisait partie du catalogue digital. Donc l'interface, c'est tu choisis ton livre et sur place, donc en live, on t'imprime ton livre. Okay. Qui avait une notion très éco-responsable derrière en disant, t'as à peu près, si je me souviens bien, un tiers des livres qui sont imprimés, qui sont jetés à la benne parce que pour des raisons budgétaires, en fait, d'équilibre financier des maisons d'édition, on préfère surimprimer en disant si jamais ça fonctionne bien, au moins on a du stock, plutôt que d'en réimprimer parce que ça peut coûter cher. Donc, et ce stock-là, finalement, on se rend compte qu'il y en a quasi un tiers qui est jeté en fin de vie. Et ce qui avait bien fonctionné, je me rappelle, c'était le salon du livre à Francfort, en Allemagne, où en fait on était arrivé, donc ça nous avait coûté très très cher, plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire peut-être même au-dessus des centaines de milliers d'euros, alors qu'on était tout jeune, on devait avoir 5-6 collabs, et en fait on avait installé, donc on avait fait venir une machine de France, qu'on avait installée, donc c'était au Halles, dans le restaurant Café Za, je crois, de souvenir, qui était un restaurant un peu atypique, avec des plateaux qui t'amenaient de la nourriture, très très bonne, je crois qu'ils l'ont fermé depuis, mais bon bref, on avait récupéré cette machine-là qu'on avait envoyée en Allemagne, où déjà toute la logistique assez compliquée, parce que c'est une machine qu'on a dû reset-up sur place avec des gens de la maintenance de notre partenaire, qui était donc Ricoh, un des leaders au monde de l'imprimante nationale. Et on avait cet énorme stand avec la machine qui trônait au milieu, et puis des livres, et en fait on faisait, parce qu'il fallait démontrer le modèle et prouver que ça pouvait fonctionner, et donc là on avait ce stunt un peu de cette machine énorme qui était assez inhabituelle sur un salon du livre où on a plutôt une petite table avec quelques livres et puis oui, on est telle maison d'édition ou tel auteur, etc. Donc on avait un peu dénoté, on avait fait une énorme soirée qui nous avait coûté très cher avec champagne, etc. Bon, vraiment la classique, mais on avait fait venir énormément de maisons d'édition, de partenaires technologiques pour toute la partie plus magazine en ligne et annuaire en ligne de livres. Et en parallèle de ça, donc ça avait très bien marché parce qu'en fait, on avait réussi à attirer beaucoup de presse et puis beaucoup de curieux qui étaient venus nous voir en disant « c'est quoi cette imprimante énorme sur ce stand ?» Et puis ce qui a bien fonctionné associé à ça, c'est qu'en fait, on a, avec l'ensemble de l'équipe, en fin de clôture, dernier ou avant-dernier jour du salon, qui avait duré quasi une semaine, on avait déposé des flyers sur l'ensemble des stands. Mais vraiment, et c'était énorme. À Francfort, je crois que c'est le plus gros salon du livre au monde. C'était gigantesque. On a passé des heures à tracter chaque stand. Et ça devait être l'avant-dernier jour, parce que le dernier jour, on a eu plein de rendez-vous grâce à ça. Il y a des gens qui sont venus sur notre stand et on a fait une acquisition de dingue grâce à ça. Donc il y avait à la fois ce côté événement physique qui était très coûteux, mais finalement dont le ROI a été de souvenirs positifs. Et puis ce petit hack en se disant, en fait, on va mettre des flyers partout. Alors, c'est pas, je pense à des Spendesk aussi qui se promenaient sur des salons avec des cartes énormes ou qui hackaient le Wi-Fi. Le Wi-Fi, ouais. Voilà, pour promouvoir leur solution. C'est pas la chose qu'on peut reproduire tout le temps, c'est quelque chose qu'on va faire au début, où c'est bien quand on est tout petit. Voilà, marquer un coup. Voilà, marquer le coup. C'est pas quelque chose qu'on peut faire à scale sur le long terme, mais en tout cas, ça a bien fonctionné. Puis... Est-ce qu'on peut appeler ça du marketing de terrain, hacking, en quelque sorte? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des frameworks comme ça que je vois souvent passer. J'en ai parlé aussi dans l'épisode avec Partout, avec Sunday notamment. Ce côté d'essayer de hacker le terrain par différents dispositifs, c'est pas mal ce que tu viens de me décrire. Est-ce que c'est limite une discipline selon toi? Ouais, il y a plein de déclinaisons possibles, mais oui, c'est en fait l'idée, c'est de se rendre le plus visible possible, soit sur un moment donné,
ou sur un lieu donné. Je pense à toutes les campagnes qu'il y a pu avoir, vraies ou fausses d'ailleurs, dans le métro, où il y avait plein d'affichages, même des fois des fausses affiches qui étaient 100% fakées. Ok, on est d'accord. Il y en a où j'avais eu des doutes. Et là, plus récemment, je vois dans mon univers 3D, réalité augmentée dans lequel j'évolue en ce moment, il y a la Sphère à Las Vegas, donc ce fameux dôme énorme fait de LED, qui ressemble à une espèce de ballon énorme, où en fait il y a, je sais plus c'est combien de centaines de milliers d'euros pour faire juste une petite campagne, et en fait il y en a qui ont détourné ça, ou en fait de manière digitale, ils ont recalé leur publicité dessus, sans pour autant avoir payé les droits, donc ce côté un peu hack, ce qu'on voit d'ailleurs avec ce fameux FOH, donc le Fake Out of Home, toutes ces expériences un peu 3D. Jacques Mus a été très bon dessus, mais maintenant toutes les marques sont emparées pour créer en fait des 3D dans la... Ok, c'est ça. Que ce soit sur des façades ou des choses, on voit des éléments 3D qui pop dans un univers réel. Et ça, il y a beaucoup de choses fausses, mais qui ont permis un peu de se démarquer. Alors là, on est un peu en fin de trend, mais ça a beaucoup marché parce qu'effectivement, on choque un peu le regard du client final en disant tiens, c'est inhabituel, je ne m'attendais pas à voir ça. Et après, pour revenir à ce côté... un peu hack, ou en tout cas choses qui ont bien fonctionné. Il y a dans la continuité du webinaire, en tout cas nous ce qu'on avait créé avec Arnaud et Laure, donc deux amis. Alors Laure était chez Slight en tant que responsable marketing, et Arnaud était à ce moment-là chez Screen, donc plus ou moins l'écosystème eFounders, encore une fois, donc EXA, et on avait lancé donc il y a de ça 6-7 ans peut-être, un meetup Product Stories. C'était un side project perso, mais qui avait vocation aussi à être en lien avec nos activités professionnelles respectives. Et l'idée, c'était de faire parler des experts sur toutes les thématiques produits, marketing, design, tech, etc., lors de meet-up mensuels dans des startups de l'écosystème. Donc, on allait chez Zenly, chez Alan, chez Dailymotion, etc. Et toujours sur une thématique donnée, donner la parole à plusieurs experts. Et on réunissait tous les mois entre 100 et 150 personnes sur ces thématiques-là. Et donc, ce côté très lourd, entre guillemets, de l'organisation d'un événement physique, entre le lieu, le catering, donc toute la partie buffet, les invitations, le contenu, donc c'est les bons speakers, définir la structure de la table ronde, etc. Donc, et tout ça en projet perso. Et pour autant, à la fois personnellement, mais aussi professionnellement parlant, on a énormément appris, on s'est créé un beau réseau, et on a créé énormément de connexions. Et donc, même si c'était assez lourd à mettre en place, moi à cette époque-là, j'avais pas d'enfant, donc j'avais beaucoup de temps libre, plus que maintenant en tout cas, et la récompense était assez importante. Et donc, tout ça pour faire le parallèle avec ce côté startup early stage, en disant, ça peut paraître parfois contre-intuitif, en disant que ça soit participer à un salon ou créer de l'événementiel, ça peut être un format petit déjeuner ou un webinaire plus léger, version digitale, mais ça peut paraître peut-être un peu plus complexe que simplement créer un article et puis le push sur les réseaux sociaux ou une newsletter. Mais le ROI... Le ROI peut être beaucoup plus important. Et puis encore une fois, il y a cette notion de pragmatisme en disant peut-être que de ce contenu-là, je peux en avoir une déclinaison multi-format, multi-canal intéressante. Et c'est intéressant aussi parce que j'ai l'impression que c'est des formats où l'impact chez le prospect ou les personnes qui vont interagir avec ces formats-là est beaucoup plus fort, parce que dans le digital, ça reste numérique, t'es une image, un contenu parmi plein d'autres. Il y a une connexion, j'ai l'impression, différente. Et juste pour rebondir, tu m'as dit par exemple sur ton use case, vous avez signé et vous avez eu beaucoup de profils intéressants pendant ce salon du livre à Francfort. Ce que je me dis, c'est est-ce que, alors je ne sais pas si vous l'avez fait, ou est-ce que peut-être dans le tunnel, parce que là on parle de funnel de conversion, pour peut-être la même expérimentation, une en ligne et une en physique, mais c'est deux hacks différents, est-ce qu'au final, tu ne perçois pas peut-être, alors je ne sais pas si tu as eu par le passé de la data pour comparer, mais peut-être qu'un tunnel de conversion meilleur, parce que les leads au départ, ils ont été approchés en physique, ils ont vu des humains, peut-être il y a de la social proof derrière plus concrète, parce que le fait d'amener une machine, d'être là présent, c'est une forme de social proof, de faire une soirée, d'amener d'autres personnes en quelque sorte. Est-ce qu'un marketeur aussi doit de temps en temps revenir vers cette vision tunnel et d'essayer d'expérimenter aussi en fonction de ce modèle de ROI, parce que je parle beaucoup de SaaS aussi, et
Et des fois, ils me disent ROI x3, un event spécifique, physique. Et donc, des fois, ça peut même justifier 100 000 euros sur un event, comme tu disais, parce que derrière, c'est 300 000 euros versus faire 3 canaux 20 000 ou 20 000, 20 000 ou peut-être moins. Et à la fin, peut-être faire que 1,5 ou à peine être en rentabilité. Qu'est-ce que tu penses concrètement d'un point de vue maintenant de tunnel de conversion, de l'impact de ces événements physiques, parce que on en parle vu que j'ai l'impression que c'est un sujet que tu as beaucoup vu. Ouais, mais je pense qu'il y a deux choses qui expliquent le pourquoi un événement physique sera toujours plus performant que quelque chose de digital. Et là, j'ai pas de data pour illustrer ça, c'est plutôt un ressenti de ma petite expérience, mais il y a le côté humain, et c'est vrai que tu le mentionnais, c'est la relation humaine, le social proof. En fait, quand on est ensemble, il y a un truc qui se passe et on reste des humains. Donc, même si derrière on achète un SaaS, globalement, cette connexion, elle a beaucoup plus de valeur que je t'envoie une séquence d'emails et puis tu télécharges mon livre blanc et puis tu fais mon webinaire en ligne. Il y a quelque chose qui se passe. Et puis, ce qui est intéressant sur des événements, alors peut-être moins sur des salons parce qu'il y a ce côté, il y a beaucoup de sollicitations et donc on peut être noyé, alors sauf si on a vraiment un élément différenciant. Donc là, en l'occurrence, c'était cette machine qui était unique sur ce salon-là. Donc c'est vrai que je pense qu'on a marqué les esprits sur celui-ci. Il y a ce côté captif. Je te parlais de Product Stories, mais n'importe quel événement physique, que ce soit un petit déjeuner, un after-work en mode apéro, dès que tu vas te retrouver, en fait, à un instant T, que ça dure 30 minutes, 1 heure ou 5 heures, si ça reste, ça s'étale dans le temps, dans la soirée, tu es captif, c'est-à-dire que la personne, elle est là physiquement. Et donc, il y a capacité à transmettre énormément d'informations et d'avoir ce lien humain qui est ce qui nous catégorise, ce qui nous caractérise et qui, à mon sens, est beaucoup plus performant que n'importe quelle campagne 100% digital en ligne. Pour autant, et je vais nuancer un peu mon propos, c'est qu'il y a toujours cette notion de pragmatisme en disant, et tu le disais en termes de ROI, et ça, j'ai plus les stats en tête, mais clairement, ce coût à Francfort a été incroyable sur le développement, en tout cas sur une année de développement d'hors-série. Il faut être pragmatique, c'est-à-dire que si on est early stage et qu'on n'a pas les moyens d'aller par exemple sur un salon et de mettre plusieurs dizaines de milliers d'euros ou centaines de milliers d'euros parce qu'on veut faire les choses en grand, peut-être qu'en fait, il faut se concentrer sur un canal digital qui va peut-être être un petit peu moins performant, mais qui pour autant, bien travaillé, va aller quand même chercher de la conversion, donc un taux qui sera acceptable. Et peut-être qu'en année 2 ou quelques mois plus tard, quand les financements, les fonds seront là, de là se permettre cet événement plus conséquent. Donc, ça reste toujours à nuancer. Et je reviens sur ce que je disais un peu au début, c'est qu'il y a toujours cette notion de contrainte. Même si on se laisse parfois arriver sur une strate globale sans limite, il faut quand même toujours, en fonction des fonds disponibles, se dire peut-être que ça aurait plus de performance d'aller chercher un événement majeur ou d'être présent sur X salon. Mais peut-être qu'en fait, je ne peux pas. Donc, je vais me concentrer que sur quelque chose de peut-être moins performant, mais pour autant qu'il l'est plus que quelque chose qui ne l'est. Très clair. Et aujourd'hui, du coup, ça t'a amené, en tout cas ces différentes expériences, ça t'a amené à ta dernière expérience, tu m'avais dit Atomics, où tu as lancé des business lines globalement. Est-ce que ça t'a... Est-ce que c'est à peu près les mêmes process? Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce côté aussi lancer des business lines, parce que si un peu on extrapole côté je lance une boîte en mode go-to-market dans un marché nouveau, je me dis, est-ce que c'est la même recette quand tu es une boîte installée et derrière, tu te dis, ok, j'ai envie de lancer des business lines. J'en parle aussi parce que, par exemple, chez Mathias, il y a différentes business lines et il y a cette réflexion de, est-ce qu'il y a un playbook en quelque sorte, qui permet de recréer un modèle à la early stage dans une boîte qui n'est peut-être pas plus early stage. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur, en tout cas, ce modèle de new business? Oui. Donc effectivement, oui, chez Atomic, après avoir, on va dire, quitté le marketing, puisque je suis rentré en tant que directeur marketing et innovation, le marketing, j'ai monté une toute petite équipe, mais vu qu'on est sur un modèle agence, il n'y a pas vocation à ce que l'équipe soit plus conséquente, puis on n'avait pas les moyens d'une ambition plus grande. Donc, j'ai staffé une équipe, elle est dorénavant autonome, donc je me suis refocus depuis à peu près un an et demi uniquement sur l'innovation, donc ce côté nouveau service. Et comme tu disais très bien, de création de nouvelles offres en interne. Ça a été
à la fois très simple et très compliqué en même temps. Très simple parce que on avait déjà une équipe. Quand j'ai rejoint il y a 3 ans, on était une petite quinzaine, on est un peu plus d'une soixantaine. Donc on avait les ressources créatives, techniques pour lancer ces nouvelles offres. Mais pour autant, ça a été extrêmement compliqué parce que si on repense à ce qu'on se disait il y a quelques minutes de ça, il y avait besoin de repenser à la fois la stratégie de la société en se disant ok, ouvrir une nouvelle ligne budgétaire, une nouvelle offre en soi, c'est pas ça qui est complexe, c'est plutôt se dire comment c'est aligné avec notre cœur d'activité et comment on s'assure qu'on n'est pas en train de défocus la structure et donc l'effectif derrière. Il y avait la notion aussi de bien définir les cibles à qui on s'adressait et surtout le packaging de l'offre. Et c'est là où ça a été le plus compliqué parce qu'il y avait à la fois l'opérationnel du quotidien de se dire en fait on signe des clients, on doit produire pour eux et s'assurer qu'ils soient le plus heureux possible de ça. Et puis en parallèle, il y avait ce côté un peu expérimental, donc limite de l'intrapreneuriat, où il fallait avoir un modèle beaucoup plus agile avec une plus petite équipe qui était parfois ponctionnée à l'équipe qui était sur le cœur d'activité. Et donc parfois de la complexité de se dire en fait le focus il doit être sur ça, sur un sprint ou sur ce cycle-là pour être sûr qu'on puisse sortir une nouvelle offre. Donc ça a été un de mes plus gros combats, c'est d'arriver à la fois obtenir de la ressource humaine, donc défocus une partie de l'équipe Core Business, et puis aussi de la ressource financière en disant il faut investir sur ces nouvelles offres pour bien les packager et pour s'assurer de bien les vendre pour être sûr que demain ça devienne quelque chose qui soit un pilier économique pour la structure. Ça a plutôt bien marché sur toute la partie 3D parce que c'était directement lié à notre, on va dire, notre pack d'activités, donc la création d'expériences en 3D et en réalité augmentée. Sachant que le 3D, il était, donc que ce soit la production d'une basket, d'un sac à main, de paires de lunettes, tout type d'éléments 3D. Il y avait un intérêt à la fois pour l'e-commerce, qui était un de nos gros, un de nos gros clients, et puis tout ce qui était un petit peu orienté Web3 et en fait, le parallèle était assez rapidement fait entre ces différents écosystèmes, donc entre l'expérientiel 3DR, social media, on va dire, et puis tout ce qui était e-com et Web3, donc plutôt metaverse. Et puis, il y a une autre offre, par exemple, si je parle du Web3, où là, il y avait cette vocation à être un peu plus actif sur ce nouvel écosystème quand ça s'est lancé, en disant, finalement, c'est une extension de notre cœur d'activité, sauf que avec un an d'expérience, on se rend compte qu'avec mon équipe, qu'à part Lacoste et d'autres sociétés chez qui on a fait beaucoup de conseils, d'acculturation, on n'a pas eu tant de projets que ça parce qu'on n'était pas identifié comme un Web3 pure player. Et donc, on avait certes défini les bonnes cibles, bien packagé une offre, avec des choses en interne, mais aussi tout un réseau de partenaires sur lesquels on s'adossait pour des raisons techniques, fiscales, légales, etc., parce que c'est quand même un écosystème qui est assez complexe. Mais finalement, on n'a pas su bien décliner notre stratégie à la fois marketing et commerciale pour qu'Atomic soit reconnu comme un acteur, on va dire, pertinent dans l'écosystème Web3. Donc, versus d'autres qui, eux, font très bien le travail, tout aussi bien que nous, mais qui étaient clairement identifiés comme des Web3 players. Et du coup, moi, ça m'amène à une question qui va au-delà de cette expérience spécifiquement. Est-ce que, du coup, tu penses que le bon modèle, c'est de créer une forme de sandbox à l'intérieur d'une boîte pour développer des nouveaux produits, ou bien créer limite des business units rattachés, mais qui sont plutôt externes, avec leur propre logique en mode indépendante, de manière à ce que sur 3 business units, si on a une qui marche, elle continue, et les 2 autres n'ont pas nécessairement d'impact. Et peut-être avec une brin de différence, c'est des sujets, pour moi, reste un sujet marketing, parce que je vois aujourd'hui aussi des agences, et là, on va un peu parler de ces modèles d'agences, se développer avec des formes de sous-brins, des noms différents, où tu as, t'as un Kudak, par exemple, qui est dans l'e-commerce au départ, mais qui aujourd'hui a une marque brand pour du LinkedIn. Je vois d'autres agences soit rajouter à côté Avas PR ou Avas machin pour un peu distinguer. Comme ça, quand même, on sait que c'est Avas derrière. Est-ce que c'est ça le modèle ou c'est plus effectivement juste une sandbox et que ça soit peut-être plus structuré avec une bonne organisation en interne tout en gardant tout dans la même brand? Ouais, très, très bonne question. Je pense que les 2 modèles sont viables. On avait un peu déclassé la seconde option, celle d'avoir une entité externe, même si c'est celle que j'avais poussée au début quand j'ai discuté avec les 2 cofondateurs qui sont des amis de l'époque de The Jogging, pour des raisons de facilité, d'avoir
quelque chose de beaucoup plus agile et intégré et pas avoir X sociétés, sachant qu'en plus le multi-branding, c'est quelque chose qu'ils avaient essayé par le passé avant que je rejoigne, mais qui n'avait pas bien fonctionné. Ok. Pour plein de raisons, c'est pas l'occasion de faire le listing ici, mais je pense que ça aurait pu mieux fonctionner parce qu'il y a, je pense immédiatement au groupe Splasher avec Splasher, Blocks, et j'en oublie, bon, ils ont créé toute une galaxie de sociétés, en tout cas même si c'est la même société derrière, mais en tout cas de marques avec des positionnements différents. Je pense aussi au Crayon sur la partie content, où pareil, ils ont décliné plusieurs structures sur des positionnements très, très différents. Donc, je pense que ça peut, que ça soit une seule et unique structure ou différente, un multi-branding qui peut être, qui peut être possible, mais ça sous-entend encore une fois de bien définir la stratégie, la cible et puis le positionnement, avoir une offre qui soit vraiment dédiée à ça pour que ça soit lisible de manière assez simple et directe pour le client final. Mais l'esprit Sandbox, là où je te rejoins, c'est qu'il y a cette notion surtout sur des structures qui sont déjà d'une certaine taille, même si on reste toi sur l'early stage, il y a cette notion à ressources limitées, en fait, en créant, alors ça peut être un squad, ça peut être quelque chose de tournant pour aussi, il y a un aspect RH derrière, en se disant, tiens, peut-être pour créer un petit peu de dynamique et sortir les gens de leur quotidien, surtout sur un SaaS, le focus est un peu différent, mais sur côté plutôt service, comme une agence comme Atomic, de se dire, finalement, j'ai une squad pendant une période de temps donnée qui doit sortir une nouvelle offre. Et ça permet d'avoir ce focus à un moment donné, plutôt que d'avoir quelque chose qui soit continu, mais avec des petits pointillés d'investissement temps, RH et financier. Très clair. Aujourd'hui, tu m'as dit que tu as une nouvelle activité, en tout cas, que tu te lances sur pas mal de projets, mais qu'il y a un projet principal. Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui, en tant que marketeur, ce que tu fais et où est-ce que tu vas? Effectivement, j'avais mis, alors pour l'instant, c'est au stade de side project, c'est-à-dire que je suis encore 100% chez Atomic, mais je réfléchis à pas mal de sujets et je me relance maintenant que mes enfants sont un petit peu plus grands, un peu comme je l'avais fait avec Product Stories à l'époque. Donc le principal projet que j'ai à date, c'est Stratégie Climat. L'idée étant d'accompagner des TPE, PME plutôt industrielles dans leur transition écologique. Ok. Donc, là, pour te la faire très très courte, c'est un peu cette prise de conscience, pas forcément tardive, parce que tu vois, je te parlais d'hors série avec cette notion de éco-responsabilité sur l'impression des livres, mais même Herméo avec la digitalisation des process, donc réduction du papier, remontée de données, puis une communication simplifiée. Il y avait cette thématique un peu RSE en sous-jacent, mais là, c'est vraiment, je pense, développé par ma parentalité et puis l'approche peut-être de la quarantaine aussi. Mais cette envie d'avoir un peu plus d'impact sur la planète et d'impact positif. Donc ça, c'est un gros sujet que je travaille avec un ami que j'ai connu il y a presque une quinzaine d'années, qui reste un peu la tête de gondole de ce nouveau projet, qui est au tout début. Ça fait que quelques mois qu'on travaille sur le sujet avec, donc là, effectivement, ce focus marketing qui est de créer du contenu. Et ça rejoint un peu tout ce qu'on vient de se dire pendant cette heure de créer du contenu déclinable. Donc on a à la fois une approche podcast et webinar. L'idée, c'est de mettre en avant les gens qui sont déjà actifs dans cette transition écologique, et d'inspirer finalement ces TPE PME qui savent pas trop comment prendre ce sujet, en tout cas par quel bout le prendre, pour pouvoir leur montrer qu'il y a des possibles qui sont déjà existants et de pouvoir les mettre ensuite en relation. Donc il y aura tout un aspect un peu marketplace qui est en cours de réflexion pour d'un côté avoir les industriels qui se posent des questions, qui ont besoin d'accompagnement, et puis de l'autre peut-être des experts ou des gens qui l'ont déjà fait, et puis arriver à matcher les deux. Donc ça passe par beaucoup de contenus, actuellement donc digitaux, mais à vocation à peut-être ensuite décliner sur du physique, que ce soit au travers de meet-up, comme je l'ai fait par le passé sur Product Stories, pourquoi pas des événements à plus grande échelle. Il y avait Green Tech pas plus tard que le mois dernier ici à Station F, mais voilà, peut-être pas aussi grand, mais en tout cas des événements à notre échelle. Et dans cette idée de marketer, donc c'est là, parce que lui est plutôt orienté design, ce qui était chez Doctolib avant, toujours cette approche un peu design marketing, de se dire comment on peut rendre les choses extrêmement simples et compréhensibles, et surtout design, donc dans le sens, essayer d'enlever un peu cette anxiété qui peut être liée à la transition écologique et de dire que finalement, on peut faire des choses. Et en parallèle de ça, d'autres projets, donc toujours un peu orientés marketing, dont un sur le domaine des avocats, parce que ma femme est avocate. Okay. Et la création d'une
je vais dire d'une structure plutôt d'un collectif, en tout cas de freelance. Ok. Donc, avec moi, la partie plus market et business pour aider finalement des cabinets d'avocats dans leur transition digitale / écologique, mais principalement digitale au terme de la création de contenu et leur positionnement. Donc, le branding, ça va sur la déclinaison donc, de contenu, sur leur site internet, etc. Donc, ça, c'est vraiment le side du side project. C'est intéressant aussi de voir un peu émerger ces modèles de squad ou collectif aussi dans les milieux d'avocats. C'est hyper intéressant. Pour rebondir aussi sur ton projet, du coup, donc c'est un projet qui s'appelle Stratégie Climat qui est basé sur beaucoup de contenu. L'idée, c'est quoi? C'est de débloquer des acteurs dans le sens, voilà, il y a d'autres personnes qui font des choses. Peut-être vous le faites déjà mais sans vous rendre compte et que c'est intéressant, ou bien peut-être inspiré, c'est ça. Et derrière, j'imagine que c'est un peu d'accompagnement stratégique sur ces sujets-là avec toi, une casquette marketeur en quelque sorte. Oui, tout à fait, c'est ça. Il y a cet aspect de finalement rendre visible. Alors, on n'est pas les seuls et puis personne ne nous a attendu pour le faire. Il y a déjà beaucoup d'acteurs qui font très bien les choses. Je citerai que l'ADEME, par exemple, qui est lié au gouvernement et qui fait très, très bien les choses, qui produit beaucoup de contenu. Là, récemment, ils ont fait une série de campagnes publicitaires avec les dévendeurs, qui a fait un petit peu le buzz en ligne. Et voilà, donc nous, on s'inscrit un peu dans cette démarche-là d'acculturation, d'évangélisation sur l'intérêt de transiter vers de l'impact positif pour la planète. Parce que je ne vais pas faire tout le laïus là-dessus, mais clairement, là, la planète va mal et on se doit d'agir maintenant et d'agir rapidement et fortement, donc d'avoir de l'impact. Et c'est vrai qu'on le dit souvent avec Michael en rigolant, c'est pas en pissant sous la douche qu'on va changer quoi que ce soit. Donc, c'est de se dire, OK, comment on peut faire prendre conscience à ces entreprises-là, donc TPE, PME, on va dire plutôt orientée industrie française, qu'il est urgent d'agir, mais que, bien évidemment, il y aura peut-être de la sobriété à avoir, peut-être de la décroissance, qui est un terme un peu mal pris et vulgaire dans l'entreprise, qui est, d'un point de vue purement capitaliste, toujours plutôt sur de la croissance et générer du chiffre et du business. Mais de se dire, il y a peut-être un futur souhaitable avec un pragmatisme, un réalisme un petit peu plus exacerbé pour que finalement on repense un peu les process, qu'on repense la relation aussi au vivant, de se dire comment toutes mes externalités négatives, que ce soit le carbone, mais aussi la pollution, tout ce que finalement la relation que j'ai avec la planète, comment elle peut être beaucoup plus positive et comment ça peut aussi impacter positivement ma société. Et là, il y a plein d'externalités positives, que ce soit le côté purement image de marque et recrutement, parce que c'est des choses qui, je pense aux nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail, qui ont cette conscience-là, peut-être parce qu'elles évoluent dans un monde qui a déjà pas mal bougé et ont envie de continuer à faire bouger les lignes, changer les choses, mais aussi d'un point de vue purement business, peut-être faire moins de business, mais avec une marge plus importante, parce qu'il y a cette économie circulaire ou cette éco-responsabilité qui fera que on va recréer de la valeur. Et on va arrêter, et ça c'est Bertrand Piccard qui le dit très bien d'ailleurs dans son livre Soyons réalistes, de se dire finalement on a déjà toutes les solutions qui existent, transiter vers quelque chose de plus efficient, sans aller vers le techno-solutionnisme où on se dit les technos, c'est l'intelligence artificielle, etc. Va tout résoudre. Voilà, en fait à date il y a déjà plein de solutions qui existent, mais c'est la mise en place à grande échelle qui fera que ça a fonctionné. Donc nous on est vraiment dans cette phase un peu 0 à 1, donc d'inspirer les gens au travers du contenu, que ce soit encore une fois du podcast, du webinaire, de la vidéo, du contenu écrit, donc ça relayé sur tous les canaux possibles. Donc là, encore une fois, à budget illimité, on a vu assez large, et puis on a même pensé des grosses plénières avec des dizaines de milliers de personnes, mais ça c'est un objectif très long terme. Mais à court terme, on s'est dit, voilà, on est deux, c'est un projet un peu side, donc on n'est pas à 100% dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire rapidement où on aura le plus d'impact possible? Et donc on a rationalisé, donc ça revoit un peu ce que je te disais, c'est-à-dire qu'on a eu la même approche que celle qu'on aurait eue si on avait lancé une startup produit. Ok. Et est-ce qu'il y a une spécificité à cet univers que j'appellerais, je sais pas, peut-être qu'il s'appelle comme ça déjà, du marketing éco-responsable? Parce que j'ai l'impression que c'est des codes spécifiques, et aussi même la communication elle est différente parce que l'approche c'est d'aller chercher l'impact, et j'imagine on communique différemment. Et toi qui maintenant baignes là-dedans, et si par exemple parmi nos auditeurs il y a des personnes dans ce milieu-là, est-ce que tu vois une spécificité dans cette typologie de marketing? Est-ce que c'est des personas différents? Est-ce que j'ai l'impression que c'est beaucoup basé sur du contenu? C'est quoi la spécificité
Alors, je pense d'un point de vue global, le sous-jacent de marketing, il est le même. C'est-à-dire que les leviers marketing, que ce soit les canaux, que ce soit les stratégies, sont pour moi les mêmes. Mais effectivement, il y a je dirais deux choses qui sont différentes, on va dire, d'une économie plutôt tech, startup, dont on parle depuis tout à l'heure. La première, qui à mon sens peut-être la plus importante, c'est le bullshit. C'est ce fameux greenwashing où en fait, c'est pas, il n'y a pas de fake it until you make it, où c'est vraiment tout ce qu'on dit doit être bien pensé et doit être responsable, parce qu'il y a un impact environnemental, sociétal qui est non négligeable. Je pense par exemple à Apple, avec sa dernière Apple Watch, qui se dit neutre en carbone, alors que je ne suis pas suffisamment connaisseur pour ça, mais de tout ce que j'ai lu et écouté, c'est techniquement faux. Et tu vois, tu te dis, en fait, une marque comme Apple, qui est quand même une des plus grosses capitalisations, si ce n'est la plus grosse capitalisation boursière au monde, n'a pas le droit de dire quelque chose de faux, quoi. Et là, ils font finalement du greenwashing parce que c'est faux. La Watch n'est pas neutre en carbone. Et donc, tu dis, par rapport à l'impact marketing que ça peut avoir et l'audience qui touche et ce message-là, en fait, il y a cette notion d'éco-responsabilité dans le marketing qui est, non, on n'a pas le droit de dire tout et n'importe quoi. Et on n'a pas le droit, surtout, de dire des choses fausses parce qu'on ne peut pas, encore une fois, au vu de l'état de notre planète, continuer à perdre du temps. Et on pourrait, parce que là, on est en pleine actualité COP28 et son président qui déclare que voilà, il n'y a pas de stratégie de la sortie des énergies fossiles et qu'il attend de voir des preuves scientifiques, alors qu'il y a des GIEC depuis des années et les rapports sont hautement plus précis et le consensus scientifique mondial est plus à démontrer. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement, tu parlais de persona. À date, c'est quand même un sujet qui est encore très porté par une petite minorité de personnes. Donc tout ce qui va toucher de près ou de loin au RSE ou à la transition écologique. Donc c'est des métiers qui sont encore assez peu développés ou assez peu présents, que ce soit dans l'écosystème startup, mais pas que. Si on prend les PME, TPE, TI et les grands comptes, même si les grands comptes sont déjà plus dans cette dynamique-là par rapport aux enjeux donc des scope 1, scope 2, scope 3, qui, encore une fois, c'est un sujet très technique, mais juste pour dire, d'un point de vue réglementaire, eux étaient déjà un peu forcés d'être positionnés sur ces sujets-là. Mais il y a un gros enjeu, et c'est pour ça que stratégie climat est pertinent, selon moi, c'est cette notion de convaincre finalement, on va dire, l'ensemble de l'entreprise, et surtout, on va dire, le COMEX, donc les gérants et les comités de direction, le comité exécutif, de l'importance de transiter vers quelque chose de plus écologiquement responsable. Et là, dans la définition du persona, c'est comment on sort de cette discussion entre acteurs du RSE de manière globale pour aller vraiment toucher une cible un peu plus large en se disant, mais en fait, la transition écologique, elle se fera quand tout le monde décidera de le faire et avant tout ceux qui sont à la dynamique de l'écosystème et donc finalement les gérants et gérantes d'entreprise. C'est une très... en tout cas, c'est un chemin très intéressant, je trouve, sur ce côté, on va appeler ça marketing d'impact ou autre. On cherche les termes parce que c'est tout nouveau aussi pour moi. Je découvre un peu cet univers. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ta démarche de marketeur, tu vois des limites par rapport à ton exercice? Tu peux le contextualiser par rapport à ton nouveau projet ou par rapport à peut-être expérience passée où tu as été avec des équipes sales et autres. Moi, j'aimerais bien un peu finir vers une note juste de comprendre dans ton métier, toi, et de ton expérience personnelle, où est-ce que tu as été freiné, où est-ce qu'il y a eu des freins, et juste finir sur une note positive de comment tu les as surpassés en tout cas. Je pense qu'il y a pas mal de freins. Je pense que les premiers étaient personnels. Si je fais un petit flashback sur Joggin, et le syndrome de l'imposteur, et d'ailleurs que j'ai même eu par la suite, ça a pris quand même beaucoup de temps avant que je m'enlève cette étiquette, et encore maintenant j'ai l'impression parfois d'être pas totalement à ma place, pertinent, quand je vois des amis marketeurs qui ont une carrière beaucoup plus développée et riche que la mienne, mais au départ les barrières plutôt mentales, parce qu'en fait un G matériaux de formation, j'étais pas du tout dans l'écosystème tech startup, j'étais pas du tout dans le marketing, et en fait je me suis vraiment formé sur le tard, et je pense que j'ai, de par l'âge et l'envie, vraiment appris de manière accélérée. Et puis j'avais cette chance aussi d'être bien accompagné parce que j'ai tout de suite compris l'intérêt d'avoir cette notion d'écosystème et de mentor. Donc je pense que ça a participé à ça. Donc ça a été, je pense, le premier frein de
Donc là, pour le coup, très personnel, en fait, mais je suis pas pertinent, ou ce que je dis, est-ce que c'est vrai, pas vrai, et ça, c'est, je pense, un bon conseil à donner à toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans le marketing, ou qui hésitent encore, ou même les early founders qui n'ont pas trop cette affinité-là, de se dire, mais en fait, il faut apprendre en faisant, et que parfois, ah ouais, ça va pas être bien, ça va pas être parfait, mais si on le fait avec une bonne intention, et si je fais le parallèle avec ce côté écologie, éco-responsabilité, s'il y a une bonne intention derrière, en fait, on ne pourra jamais critiquer ça, quoi. Et oui, on fera des erreurs. Encore maintenant, je suis certain que je fais des erreurs, mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. L'idée, c'est de ne pas faire 2 fois ou 3 fois la même. Et après, les autres freins, en tout cas, celui peut-être qui est revenu le plus souvent quand j'étais de l'autre côté, donc plutôt salarié, c'est la vision des fondateurs, où ça peut être le marketing, ça sert à rien, ou voilà, on va pas investir parce que c'est quoi le ROI, ou en fait, j'ai eu l'impression, en tout cas, sur ces différentes expériences, d'avoir, en tout cas au début, moins sur la fin, parce que j'avais plus de légitimité de par mon expérience et expertise, mais avoir un peu à me battre pour défendre l'intérêt du marketing et mes choix. Et donc, ce côté, voilà, j'ai défini cette stratégie globale, donc, quasi sans limite. Voici la manière un peu restrictive au vu de nos ressources dispo. Voilà ce qu'on doit faire. Et cette notion d'argumenter à chaque fois, parce que, un peu comme le design, où finalement, tout le monde a un avis à donner. Et contrairement à des métiers, par exemple, comme la tech, où finalement, c'est plus dur d'argumenter sur tel choix de langage ou telle manière de coder, etc. Le marketing, le design sont quand même des disciplines dans lesquelles chacun a envie de donner un peu son avis, quoi, en la couleur des flyers ou le choix d'un salon. Et donc ça, c'est un peu, en tout cas sur une partie early stage, un peu compliqué au début, surtout quand on n'a pas cette légitimité, et alors encore plus quand on a ce syndrome un peu de l'imposteur latent, d'arriver à assumer ses choix et de dire non, mais c'est ça qu'il faut faire et je vais vous montrer que ça fonctionne. Et donc la manière, et je vais un peu te donner la solution de contrebalancer ça, c'est de se dire, c'est la performance, c'est la donnée qui permet de dire, en fait, voilà, je fais ces choix-là, faites-moi confiance, parce qu'en fait, si vous m'avez recruté, c'est quand même que vous avez confiance en moi. Et voilà, de temps assez restreint, quand même, je vais vous montrer que ça va fonctionner. Et c'est sûr que si, dans la stratégie, c'est du moyen long terme, en disant, voilà, SEO, on va prendre les top positions, puis ça va mettre 6 mois, 12 mois, 18 mois à être vraiment visible. Non, il faut aussi penser des actions très court-termistes en disant, là, je vais générer des leads sur ça, et puis voilà les données, puis de montrer aussi que ça progresse et ça s'améliore dans le temps. Et c'est ça qui permet de rassurer les gens qui pourraient ne pas l'être. Je dirais que c'est les deux, en tout cas à chaud, c'est les 2 sujets vraiment les plus bloquants que j'ai été amené. Donc un peu un côté syndrome de l'imposteur qu'on a tous latent, qui est, surtout quand j'imagine qui est accentué quand on ne vient pas du marketing en tant qu'étude. Sachant que moi j'ai rencontré beaucoup de marketeurs qui ne viennent pas de ces milieux-là, ils sont des fois beaucoup plus performants. Et tu as parlé aussi de vision subjective de founders qui vont questionner, parce qu'au final, derrière la question c'est quoi le ROI, c'est juste un manque d'engagement sur là-dessus. Et toi, ton approche, c'est de prouver au fur et à mesure et ne pas faire des plans sur plusieurs mois. Et tu as parlé aussi de data. Je pense qu'il y a un point d'amener le sujet vers de l'objectivité. Parce que souvent, effectivement, par exemple, le design, comme tu disais, voilà, j'aime pas. Très bien, mais c'est vrai que j'ai vu des founders qui vont dire j'aime pas, mais c'est très compliqué. Donc, sortir de ce j'aime pas et d'amener ça vers de la data. En tout cas, c'était un plaisir de creuser avec toi ces différents sujets. Super intéressant le sujet vers la fin. Je pense que ça mérite même un épisode dédié au marketing. On va appeler ça du éco-responsable, on va dire. En tout cas, c'était un plaisir de t'accueillir aujourd'hui, Thomas. Là, sur ce marketing, je me permets. C'est Guillaume, alors j'ai oublié son nom de famille, mais de Marketing Flow. Ok. Je le vois passer. C'est un collectif de marketeuses engagées. C'est vraiment très très bien ce qu'ils font. Et il y a aussi Guillaume sur le plongeoir, ancien CEO d'Agricool aussi, qui a lancé cette newsletter sur tous des sujets liés. C'est récent ça, lui. C'est très récent. Ça fait 2-3 mois et c'est vrai qu'on sent émerger comme ça des dynamiques marketing, on va dire éco-responsables. Et ça, c'est assez rafraîchissant parce que c'est vrai que je pensais que c'était encore le tout début finalement de cette mouvance. Et en fait, non, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites et ça va faire que s'accélérer.
Bah écoute, on va tenter d'inviter ces personnes-là et de peut-être dédier un épisode à ces use cases là. Merci beaucoup Thomas Merci à toi. et à très vite. À très vite.